Le 10 mai 1940, dans les tranchées boueuses du front belge, près de la Meuse, l'air était lourd d'une humidité qui collait aux uniformes comme une seconde peau. Le grondement distant des moteurs d'avions allemands vibrait dans le sol, un rappel incessant que la Blitzkrieg avançait implacable. Vous sentez cette tension, n'est-ce pas? Ce silence entre les ordres, brisé seulement par le crachotement d'une radio portable qui diffuse des nouvelles fragmentées de Paris. Les Panzers percent les lignes à Sedan. Le lieutenant Henri Duval, un homme trapu de 32 ans, au visage marqué par les cicatrices de 1918, essuyait la lentille de ses jumelles, scrutant l'horizon où des silhouettes sombres de chars ennemis se dessinaient contre le ciel gris. Duval commandait la 2e compagnie du 51e régiment d'infanterie française, une unité usée par des mois d'attente derrière la ligne Maginot. Ces hommes, une quarantaine de poilus fatigués, s'entassaient dans des abris improvisés faits de sacs de sable et de tôles rouillées. L'odeur de terre humide et de tabac froid imprégnait l'air, mêlée au relent âcre de la poudre des fusils MAS-36 qu'ils astiquaient machinalement. « Bougez pas, les gars !» murmura Duval d'une voix rauque en jetant un œil à son sergent, Pierre Laurent, un Parisien élancé qui mâchonnait un brin d'herbe pour masquer son anxiété. Laurent hocha la tête, ses doigts serrés sur la crosse de son fusil mitrailleur Chauchat, une relique de la Grande Guerre qui grinçait à chaque mouvement. Soudain, un sifflement aigu déchira l'air, une salve d'obus d'artillerie allemande, probablement des canons PAC-36 de 37 mm, tractés par des Half-Track SD KFZ. 10. Les explosions fleurirent à 200 mètres, soulevant des geysers de boue et de débris qui retombèrent comme une pluie sale. Les hommes se tassèrent, le cœur battant, tandis que Duval criait « À couvert, restez bas !» Vous imaginez la peur qui serre la gorge, ce picotement dans la nuque quand on sait que le prochain obus pourrait être pour soi. Mais les tirs allemands, bien que précis, manquaient de punch contre les fortifications françaises. La Meuse, large et boueuse, formait une barrière naturelle, et les ingénieurs du génie avaient miné les berges avec des charges de TNT cachées. De l'autre côté du fleuve, dans un avant-poste ennemi camouflé sous des filets de branchage, le capitaine Otto Müller de la 7e Panzer-Division observait la scène depuis une tourelle de son PZK PFW-3. À 28 ans, Müller était un vétéran de la campagne de Pologne, avec un monocle qui lui donnait l'air d'un officier prussien d'un autre âge. Ces hommes, une section de grenadiers équipés de MP-40 et de lance-roquettes Panzerfaust prototype, ricanaient en voyant les Français se terrer. « Regardez-les, ces grenouilles !» lança un sous-officier Fritz Keller en crachant par terre. « Ils se planquent comme des lapins. Notre artillerie va les faire danser. » Müller sourit froidement, mais intérieurement, il s'inquiétait. Les ordres de Rommel, leur commandant de division, étaient clairs. Franchir la Meuse avant la nuit pour encercler les Alliés à Dinant. Pourtant, les canons légers peinaient contre les bunkers français. C'est alors que le convoi tant attendu arriva, cahotant sur la route poussiéreuse bordant la rive est. Un tracteur lourd SD-KFZ. 9 FAMO tirait une pièce monstrueuse. Le canon lourd de 88 mm Flak 36, une arme anti-aérienne détournée pour le soutien au sol, avec son tube long de près de 5 mètres et son affût massif pesant plus de 5 tonnes. Les servants, une équipe de 12 hommes en casque Stahlhelm, suivaient à pied, portant les munitions, des obus perforants de 4 kilos chargés d'explosifs exogènes. Le bruit du convoi était assourdissant. Le ronflement du moteur diesel, le grincement des chenilles sur le gravier et les jurons des artilleurs qui luttaient contre la boue. Müller s'approcha, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ce mastodonte ?» demanda-t-il au lieutenant en charge, un Berlinois nommé Hans Becker. Becker, un homme bedonnant de 35 ans, haussa les épaules avec un sourire narquois. « L'arme lourde miracle, Herr Capitaine. Les généraux à Berlin jurent qu'elle va raser n'importe quoi. Mais franchement, c'est une blague. Trop lourde pour la manœuvre rapide, et ces Français ont des canons de 64 mm qui nous attendent. Mes hommes l'appellent l'éléphant boiteux. Elle pèse 1 tonne et tire comme un éléphant en rut.
Les rires fusèrent parmi les servants, qui s'essuyaient le front en déchargeant les caisses d'obus. Un jeune artilleur, Karl Weiss, un gamin de 19 ans du Rhin, secoua la tête. « On aurait dû emporter plus de PAC 38. Ça, c'est bon pour abattre des avions, pas pour traverser une rivière sous le feu. » Müller observa la bête d'acier, son tube luisant sous la lumière terne. Il avait vu des prototypes en exercice, mais ici, au front, elle semblait ridicule, trop visible, trop lente à repositionner. « Installez-la quand même, » ordonna-t-il. « Les ordres sont les ordres, mais si elle patine dans la boue, c'est votre tête. » Du côté français, Duval capta des mouvements à travers ses jumelles. Là-bas, sur la rive est, un convoi allemand, on dirait de l'artillerie lourde. Laurent plissa les yeux, son visage pâle sous la casquette. De la flaque, peut-être, ces salauds l'utilisent maintenant contre nous. Les hommes murmurèrent, un mélange d'appréhension et de moquerie. Un caporal, Jacques Moreau, un mineur des charbonnages du Nord, ricana. De l'artillerie lourde contre nos blockhaus, ils sont fous. Nos 75 000 ailes 1897 les transformeront en passoires avant qu'ils chargent. Duval n'était pas si sûr. Il avait lu des rapports d'intelligence sur cette Hacht, le 90 mm, surnommé le canon des miracles par les Allemands. Mais les services secrets français la minimisaient, trop encombrante pour la guerre mobile. Le soir tombait, enveloppant la Meuse d'un voile de brume. Les explosions sporadiques continuaient, mais l'avant-poste allemand, un réseau de tranchées et de nids de mitrailleuses MG-34 protégés par des barbelés, semblait invincible. Müller briefa ses hommes autour d'un feu de camp improvisé où du café ersatz bouillonnait dans une gamelle. Demain à l'aube, on force le passage. L'artillerie couvre l'assaut des Sturmpionieren avec leurs barges d'assaut. Becker, sirotant son café, ne put s'empêcher de ricaner à nouveau. Avec cette vache à lait, elle va s'embourber avant de tirer un coup. Les rires étouffés se propagèrent, masquant la tension. Personne ne se doutait que cette arme lourde moquée allait bientôt changer la donne. Si vous voulez suivre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Tandis que la nuit s'épaississait, un premier obus d'essai fendit l'air, illuminant le ciel d'une traînée orangée. Duval, dans son abri, sentit un frisson. Et si les Allemands avaient plus que des jouets? L'aube du 11 mai 1940 se leva sur la Meuse comme un voile sale, teinté de rose par les premiers rayons filtrant à travers les nuages bas. Le brouillard matinal rampait sur l'eau, étouffant les sons, mais pas les odeurs. Celle de la boue remuée, du métal froid et de la sueur aigre des hommes qui n'avaient pas dormi. De l'autre côté du fleuve, dans l'avant-poste allemand, le capitaine Otto Müller ajustait son casque, les yeux rivés sur la pièce d'artillerie qui dominait maintenant le paysage. Le Flak 36 de 88 mm était en position, son tube interminable pointé vers le ciel comme un doigt accusateur, soutenu par son affût cruciforme, enfoui dans un creux camouflé de branchages et de terre fraîchement remuée. Les servants, menés par le lieutenant Hans Becker, s'affairaient autour d'elle. Vérification des mécanismes de recul hydraulique, alignement du viseur optique Zeiss et chargement des premiers obus perforants APCBC, ces monstres de 9-8 kg capables de percer 120 mm d'acier à 1000 mètres. Vous sentez cette vibration dans le sol, n'est-ce pas? Le diesel du tracteur SDKF Z9 qui tousse encore en arrière-plan, tandis que les artilleurs, casques baissés, échangent des regards sceptiques. « Prêts pour le spectacle, les gars ?» lança Becker d'une voix traînante, essuyant la graisse de ses mains sur son pantalon. Fritz Keller, le sous-officier trapu, ricana en serrant une clé à molette. « Si cette vache tire droit, je mange mon Stahlhelm. Regardez-la, elle pèse plus que notre compagnie au complet. Rommel va nous engueuler si on rate le franchissement à cause d'elle. » Les rires fusèrent, nerveux, masquant l'angoisse qui rongeait chacun. Karl Weiss, le jeune du Rhin, chargea un obus dans la culasse avec un claquement métallique, ses mains tremblant légèrement. Il avait entendu les histoires. En Pologne, les 88 avaient abattu des bombardiers polonais comme des mouches, mais ici, face à des bunkers en béton armé, c'était une autre paire de manches. Müller, observant depuis sa tourelle de PZK PFW 3 OSF, nota la position.
800 mètres jusqu'à l'avant-poste français le plus proche, un nid de mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm niché dans un blocos de la 2e compagnie. Du côté français, le lieutenant Henri Duval avait passé la nuit à relayer des ordres par talkie-walkie SCR 536, sa voix rauque éraillée par la fatigue. Sergent Laurent, renforcez les postes de guet. Si ces boches bougent, on les arrose avec les 75 mm. Pierre Laurent, accroupi dans une tranchée latérale, hocha la tête, son chauchat calé contre l'épaule. Les hommes de la compagnie, une cinquantaine maintenant après renfort de fortune, astiquaient leur Lebel ML 1886 et vérifiaient les grenades F1. L'air était chargé d'une humidité poisseuse, et le crachin fin collait les uniformes kaki au corps. Jacques Moreau, le caporal du Nord, mâchonnait un bout de pain rassis, jetant des regards vers la rive est. « Il prépare quelque chose, lieutenant. J'ai vu des lumières hier soir, comme un projecteur qui s'allume. » Duval plissa les yeux à travers ses jumelles Bauche et Lombe, captant des silhouettes affairées. « De l'artillerie, c'est sûr, mais lourde, ces idiots avec leur blitzkrieg aiment les trucs mobiles, pas des éléphants comme ça. » Un murmure de moquerie parcourut les rangs. Les Français savaient que la ligne Maginot, avec ses casemates de 25 mm et ses champs de mines, était impénétrable. Ou du moins, c'est ce qu'on leur avait seriné à l'entraînement. À 06h15, un coup de sifflet strident signala le début. Becker, penché sur le télémètre, ajusta l'angle d'élévation à 15 degrés. « Chargez! Feu !» L'équipe recula d'un bond synchronisé et la culasse s'ouvrit avec un chuintement pneumatique. L'obus fut enfoncé, la culasse claqua et Muller retint son souffle. Le coup partit dans un tonnerre assourdissant, un éclair orangé jaillissant du tube, tandis que le recul projetait l'affût de 2 mètres en arrière, amorti par les ressorts. Le projectile, filant à 820 mètres, traça une courbe invisible au-dessus de la Meuse, son sifflement montant en crescendo. De l'avant-poste français, Duval le vit venir, une traînée de feu qui grandissait, comme un météore inversé. « À terre, obus incoming !» hurla-t-il, se jetant dans la boue. L'impact fut cataclysmique. L'obus frappa le blocos principal, un bunker de 2 mètres de béton renforcé, abritant une section de mitrailleuse. L'explosion déchira l'air, un champignon de terre, de pierre et de métal s'élevant en un instant. Les murs s'effritèrent comme du papier, projetant des éclats mortels sur 100 mètres. 2 servants français, un nommé Louis Garnier et son binôme, furent vaporisés sur le coup. Leurs corps disparurent dans le cratère fumant de 3 mètres de diamètre. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que le bruit. Laurent, les oreilles sifflantes, rampa vers Duval. « Mon Dieu, lieutenant! C'était quoi ça? Nos blocos sont censés résister aux 105 mm. » Duval, couvert de poussière, se releva, le cœur cognant. Vous imaginez la panique qui s'empare des hommes, ce goût de sang et de terre dans la bouche. Les survivants hurlaient, courant vers les blessés, un bras arraché ici, une jambe broyée là. Moreau, sonné, cracha un juron. « Cette saloperie! Elle a traversé comme du beurre !» De l'autre rive, les Allemands retinrent leur souffle. Becker, les yeux écarquillés, compta les secondes. Puis, un cri de triomphe. « Touché! Regardez ça! Les gars, le bunker a sauté comme un feu d'artifice. » Les rires moqueurs d'avant se muèrent en acclamations. Keller tapa l'épaule de Weiss. « Ton éléphant boiteux vient de se réveiller. Une seconde salve, et on traverse. » Muller, dans son char, sourit pour la première fois ce matin-là. Les rapports radio crépitèrent. Artillerie lourde opérationnelle. Efficacité confirmée contre fortification. Rommel, à l'arrière, recevrait bientôt la nouvelle. La 88 n'était plus une blague. Mais les Français ripostèrent. Duval ordonna un tir de contre-batterie avec les canons de 75 mm 1887. Ces vieux fidèles tractés par des chevaux. Les obus sifflèrent en retour, explosant près du convoi allemand et forçant les servants à plonger. Un éclat toucha un Half-Track SD Kevs de 251, le couvrant d'un voile de fumée noire. Becker jura, protégeant le tube de l'88 avec son corps. « Rechargez, vite, on les tient !» Un deuxième obus partit, cette fois visant un poste d'observation français sur la berge.
il rasa une tranchée entière, ensevelissant 5 hommes sous des tonnes de terre. Le bilan montait, 10 tués ou 15 blessés côté français. Laurent, bandant une plaie au bras d'un camarade, murmura à Duval « Si on laisse cette bête tirer librement, on est foutu. Faut appeler les chars. Les Renault R35 sont à 2 kilomètres. » Duval acquiesça, attrapant la radio. « Centrale, ici Duval. Demandez soutien blindé urgent. L'ennemi a une arme lourde, calibre 88 mm probable. Elle démonte nos défenses. » Tandis que la brume se dissipait, révélant les cratères fumants, Müller briefa ses Sturmpionieren. À midi, on force la traversée avec les barges Sturmboot. L'artillerie couvre, 788 va ouvrir la voie. Becker, essuyant la sueur de son front, ne riait plus. L'arme qu'ils avaient moquée était en train de transformer la Meuse en enfer. Mais au loin, le ronflement de moteurs français approchait. Les R-35 arrivaient et la bataille ne faisait que commencer. Duval, observant les panaches de fumée, se demanda si ces hommes tiendraient jusqu'au soir. Un troisième obus allemand illumina l'horizon et la terre trembla à nouveau. Midi approchait sur la Meuse et le soleil perçait enfin les nuages, projetant une lumière crue sur les cratères encore fumants qui ponctuaient la berge ouest. L'air vibrait d'une chaleur humide, chargé de l'odeur âcre de la cordite et du métal brûlant, tandis que les cris des blessés français se mêlaient au bourdonnement incessant des mouches attirées par le sang. Le lieutenant Henri Duval, accroupi derrière un rempart de sacs de sable effondrés, essuyait la sueur de son front avec sa manche kaki déchirée. Son talkie-walkie SCR 536 crachotait des réponses fragmentées du quartier général. « Soutien blindé en route. Tenez bon, Duval. Les Renault R35 seront là dans 20 minutes. » 20 minutes. C'était une éternité sous le feu de cette bête allemande qui avait déjà transformé leur avant-poste en paysage lunaire. Vous sentez cette urgence qui serre la poitrine, n'est-ce pas? Ce tic-tac invisible des secondes qui s'écoulent, rythmé par le sifflement lointain d'un autre obus en approche. Pierre Laurent, le sergent parisien, rampait à ses côtés, son bras bandé d'un chiffon improvisé imbibé de sang. « Lieutenant, les hommes craquent. Moreau a perdu 3 gars dans la tranchée sud, enterrés vifs par le dernier tir. » Duval hocha la tête, ses yeux rivés sur la rive est à travers les jumelles. L'avant-poste allemand bourdonnait d'activité. Les Sturmpionieren chargeaient des barges Sturmboot avec des caisses de munitions et des lance-flammes Flammenwerfer 35, tandis que le Flak 36 de 88 mm, ce monstre d'acier, se repositionnait légèrement sur son affût cruciforme, ses servants artilleurs ajustant l'angle avec des leviers hydrauliques. Un troisième obus partit dans un rugissement qui fit trembler le sol, filant comme une lance de feu pour s'écraser contre un bunker secondaire. L'explosion souleva une gerbe de terre et de béton, ensevelissant 2 guetteurs français sous une avalanche de débris. Les hurlements montèrent, un chœur de désespoir qui traversa le fleuve comme un vent froid. De l'autre côté, le capitaine Otto Müller observait la scène depuis le perchoir de son Pesek KPF-2W3. Le canon de 50 mm KK-37L42 pointé en veilleuse. La radio de bord grésillait « Air Capitaine, Rommel ordonne l'assaut à 13h. » L'artillerie lourde a ouvert la brèche, préparé les panzers pour le franchissement. Müller esquissa un sourire tendu, son monocle reflétant les éclats des explosions. L'arme qu'il avait jugée ridicule s'était révélée une furie. En 3 tirs, elle avait neutralisé les défenses principales de la 2e compagnie française, perçant des murs de béton armé comme si c'était du carton. Le lieutenant Hans Becker, près du canon, essuyait la culasse fumante avec un chiffon graisseux, son visage bedonnant rougi par l'effort. « 3 coups, 3 cibles rayées de la carte !» lança-t-il à ses hommes, qui rechargeaient un obus perforant avec une efficacité renouvelée. Plus de rires moqueurs, l'éléphant boiteux était devenu leur allié improbable. Fritz Keller, le sous-officier, ne tapa dans le dos de Karl Weiss. « T'as vu ça, gamin ? Cette vache a plus de crocs qu'un loup. Les Français doivent pisser dans leur froc maintenant. » Weiss, les mains encore tremblantes, hocha la tête, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Les canons de 75 mm français ripostaient par salves sporadiques,
leurs obus explosant trop court ou trop loin, forçant l'équipe à se terrer derrière des boucliers de tôle. Soudain, un grondement nouveau rompit le chaos. Le vrombissement des moteurs des Renault R35, ces chars légers français aux tourelles basses et aux chenilles étroites, qui émergeaient d'un bois adjacent à la berge ouest. 3 d'entre eux, commandés par l'aspirant Michel Renault, une recrue de 25 ans aux épaules larges et au regard déterminé, avançaient en formation échelonnée, leurs canons SA-35 de 37 mm pointés vers l'est. Duval, entendant le ronflement diesel familier, sentit un sursaut d'espoir. « Les voilà! Laurent, signalez-leur les positions ennemies, dites à Renault de viser cette saloperie d'artillerie en premier. » Laurent agita un fanion rouge, et le char de tête répondit par un coup de klaxon étouffé. Renault, dans sa tourelle exiguë, scruta l'horizon à travers le périscope. Le Flak 36 se dressait comme un mât menaçant, à 900 mètres. « Chargez un obus perforant », ordonna-t-il à son tireur, un Marseillais nommé Gino Rossi. « On va leur montrer que nos boîtes de conserve mordent aussi. » Le canon cracha une salve, l'obus filant en arc plat au-dessus de la Meuse. Mais il s'écrasa à 20 mètres du but, soulevant un geyser d'eau et de boue sans toucher la cible. Müller repéra les chars français depuis sa position. « Infanterie anti-char, Panzerfaust en batterie !» cria-t-il dans la radio. Ces grenadiers, équipés des premiers prototypes de lance-roquettes Panzerfaust, ces tubes jetables de 149 mm chargés de charges creuses, se déployèrent le long de la rive, mais la distance était trop grande pour un tir efficace. Becker, anticipant la menace, ordonna « Recharger la 88, élévation à 10 degrés, cible, blindés ennemis ». L'équipe s'activa dans un balai frénétique, culasse ouverte, obus enfoncé, verrouillage. Le 4e tir partit comme un coup de tonnerre, le recul faisant vibrer l'affût jusque dans les os des servants. L'obus, voyageant à plus de 800 mm/s, frappa le Renault de tête en pleine tourelle. L'explosion fut fulgurante. Le blindage de 40 mm fondit sous l'impact perforant et une boule de feu engloutit l'habitacle. Renault et Rossi périrent sur le coup, leurs corps carbonisés projetés hors de l'épave fumante. Les 2 autres R-35 pivotèrent, tirant au jugé, mais un 5e obus suivit de près, éventrant le second char et semant la panique parmi les fantassins français qui tentèrent de couvrir la retraite. Duval assista à la scène, impuissant, le cœur serré par la rage et le deuil. « Merde, c'est Boche, leur canon est un démon. » Laurent, protégeant un blessé, murmura « On recule, lieutenant, l'avant-poste est perdu. » Mais Duval secoua la tête, attrapant la radio. « Centrale, ici Duval. Les R-35 sont neutralisés. Demandez appui aérien. N'importe quoi. Cette 88 rase, tout sur son passage. » Les survivants de la compagnie, une vingtaine d'hommes hagards, se replièrent vers des positions secondaires, laissant derrière eux les ruines de leur ligne de défense. Jacques Moreau, boitant d'une blessure à la jambe, cracha par terre. « On nous a menti. Cette guerre mobile, c'est leur terrain. Nos blockhaus ne valent rien contre ça. » Côté allemand, l'euphorie montait. Müller leva le poing. « Parfait, Becker. L'artillerie couvre l'assaut. Lancez les barges. » Les Sturmpionieren poussèrent les embarcations gonflables dans l'eau, pagayant vigoureusement sous la protection des mitrailleuses MG-34 qui balayaient la berge opposée. Becker, rechargeant la 88 avec un 6e obus, sentit pour la première fois une pointe de fierté pour son mastodonte. « Plus personne ne se moque de toi maintenant », marmonna-t-il au canon, tandis qu'un éclat français frôlait son casque. Karl Weiss, observant les chars français en flammes, se demanda combien de temps cette chance durerait. Les renforts alliés, belges ou britanniques, étaient-ils en route? La traversée de la Meuse s'amorçait, mais au loin, un grondement d'avions français, peut-être des Dewitin D-520, se faisait entendre, menaçant de renverser la donne. Duval, dans son nouveau poste, chargea son MAS 36. La bataille pour la rive ouest n'était pas finie, et cette arme lourde allemande allait bientôt goûter à la fureur des Alliés.
Les barges Sturmboot glissaient sur les eaux troubles de la Meuse, leurs coques gonflables claquant contre les vaguelettes soulevées par le vent croissant de l'après-midi. À bord, les Sturmpionieren de la 7e Panzerdivision, une trentaine d'hommes en uniforme Feldgrau trempés, pagayaient avec une fureur contenue, leurs fusils carabineurs 98K calés entre les genoux et des grenades à main style handgranate pendues à la ceinture. Le capitaine Otto Müller, depuis la rive est, observait l'assaut par les fentes de sa tourelle de PZK PFW3, le cœur battant au rythme des rames qui fouettaient l'eau. « Couvrez-les, mitrailleuses en action !» ordonna-t-il dans la radio, et les MG-34 nichés dans des nids camouflés crachèrent leurs rafales, traçant des lignes de balles traçantes qui arrosèrent la berge ouest comme une averse mortelle. « Vous entendez ce chaos, n'est-ce pas ?» Le sifflement des balles, ricochant sur l'eau, mêlé au grondement sourd du Flak 36 qui rechargeait pour un 7e tir. Le lieutenant Hans Becker, le visage luisant de sueur sous son casque Stahlhelm, ajusta le viseur optique avec des gestes précis, ignorant les éclats d'obus français qui labourèrent la terre autour de l'affût. « Cible, position d'infanterie retranchée, 600 mètres », murmura-t-il à son équipe. Fritz Keller, le sous-officier, enfonça un obus explosif HE de 4 kilos dans la culasse massive, le claquement résonnant comme un verdict. Karl Weiss, le jeune artilleur, recula d'un bond lorsque le coup partit. Un éclair aveuglant, un recul qui fit gémir les amortisseurs hydrauliques et l'obus qui fila en hurlant pour s'abattre sur une tranchée française, projetant des corps et des sacs de sable dans un nuage de poussière ocre. L'explosion faucha une demi-section de la 2e compagnie, ensevelissant Jacques Moreau et 2 camarades sous une pluie de terre et de membres arrachés. Moreau, miraculeusement vivant, mais le bras droit fracassé, rampa hors du cratère, crachant du sang et jurant entre ses dents « Cette putain de machine, elle nous enterre vivants !» Du côté ouest, le lieutenant Henri Duval avait regroupé ses survivants, une vingtaine d'hommes épuisés, aux uniformes déchirés et aux visages noircis par la poudre, derrière un mur effondré de blockhaus. Le soleil de midi cognait dur, transformant l'air en fournaise humide où flottait l'odeur métallique du sang et de la cordite. Pierre Laurent, son sergent, rechargeait son fusil mitrailleur Chauchat avec des chargeurs courbes qui grinçaient sous ses doigts ensanglantés. « Lieutenant, les Boches traversent, les barges sont à mi-chemin, si on ne les arrête pas maintenant. » Duval coupa court, attrapant son MAS 36 et visant une silhouette allemande dans une embarcation. Le coup de feu claqua, et un pionnier bascula par-dessus bord, son corps disparaissant dans les remous boueux, mais d'autres suivaient, rampant sur la berge comme des ombres voraces, leur MP-40, crachotant des rafales courtes qui fauchaient les guetteurs français. « Tenez la ligne, grenade en avant !» hurla Duval, et une volée de F1 arc-boutés fendit l'air, explosant au milieu des premiers assaillants. 3 Allemands furent projetés en l'air, leurs cris noyés dans le tumulte, mais les Sturmpionieren ripostèrent avec des lance-flammes Flammenwerfer 35, crachant des jets de napalm qui embrasèrent une position française, transformant 2 poilus en torches hurlantes. Müller, dans son char, sentit la vibration des chenilles alors que son PZ KPFW3 avançait pour couvrir le flanc. La radio grésillait des ordres de Rommel. « Poussez! La percée à Sedan dépend de vous. L'artillerie lourde maintient la pression. » Il visualisait la carte dans sa tête. La Meuse, franchie ici, ouvrirait la route vers les Ardennes, encerclant les divisions françaises immobiles derrière la ligne Maginot. Mais la résistance était féroce. Un tir chanceux d'un canon anti-char français de 47 mm APX toucha un Half-Track SDKFC 251 en soutien, le faisant exploser en une boule de feu qui illumina la rive. Becker, protégé par un talus, ordonna un 8e tir. Le 88 rugit à nouveau, son tube s'élevant comme un serpent prêt à frapper. Cette fois, l'obus visait un groupe de Français qui tentaient de saborder une barge échouée. L'impact fut apocalyptique. Une tranchée entière s'effondra, engloutissant 5 hommes dont un servant de mitrailleuse Hotchkiss. Duval, projeté au sol par l'onde de choc, se releva les oreilles bourdonnantes, le goût de la boue dans la bouche.
Vous imaginez cette impuissance, ce feu qui lèche les tripes quand on voit ses frères d'armes disparaître en un clin d'œil? « Laurent, replie vers le bois, on ne peut pas tenir ici !» cria-t-il, couvrant la retraite d'une rafale de son fusil. Les premiers Allemands touchèrent la berge ouest à 13h30, escaladant les talus glissants sous un déluge de balles. Un combat au corps à corps s'engagea, baïonnette contre poignard, poing contre crosse de fusil. Un Sturmpionnier, un géant bavarois nommé Heinrich Schulz, planta sa lame dans l'épaule d'un Français avant d'être abattu par Laurent d'une grenade. Becker, depuis l'autre rive, continua à arroser les positions avec des salves d'obus à cadence rapide. La 88, malgré son poids colossal, tirait maintenant à un rythme de 5 coups par minute, son système de chargement semi-automatique prouvant sa valeur inattendue. « Regardez-les courir !» exulta Keller, rechargeant frénétiquement. Weiss, cependant, aperçut un danger nouveau. Au-dessus des arbres, le vrombissement des moteurs des Dewoitine D, 520 Français, se faisait plus proche, leurs silhouettes élancées perçant les nuages. « Avion ennemi, Erlenant, la Luftwaffe est où ?» Duval, rampant vers un abri boisé avec ses hommes, capta le bourdonnement salvateur. « C'est notre tour. Tenez bon les gars, l'appui aérien arrive. » Les Dewoitine, une escadrille de 6 appareils du groupe de chasse 7, piquèrent en formation, leurs canons de 20 mm Hispano-Suiza, crachant la mort sur l'avant-poste allemand. Une salve toucha le Flak 36 de plein fouet, arrachant un morceau de l'affût et blessant 2 servants. Becker hurla de douleur, une écharpe d'acier lui lacérant la jambe, tandis que Müller ordonnait à ses panzers de se disperser. Un chasseur français rasa les barges restantes, en coulant 2 d'une mitraillade précise, noyant une dizaine de pionniers dans les eaux rougies. Mais la Luftwaffe riposta vite. Des Messerschmitt Bf 109 surgirent du sud, engageant les Dewoitine dans un dogfight furieux, leur moteur Merlin hurlant dans le ciel. La bataille s'étirait, le sol de la Meuse transformé en charnier boueux, jonché d'épaves et de corps. Duval, adossé à un arbre, banda une plaie superficielle à la cuisse, son regard fixé sur la rive est, où le 88, endommagé mais tenace, crachait encore ses obus. Laurent, à ses côtés, rechargea son chauchat. « On a gagné du temps, lieutenant, mais Rommel en verra plus. Cette arme, elle a ouvert la porte. » Müller, dans son char embourbé, transmit un rapport radio. Franchissement partiel réussi, pertes élevées, mais la percée avance. Becker, boitant vers l'arrière pour des soins, jeta un dernier regard à son éléphant. Moqué au début, il avait rasé l'avant-poste français, mais à quel prix? Au loin, le ronflement de renforts allemands, plus de panzers et d'artillerie, approchait, promettant une nuit d'enfer. Duval, entendant les premiers échos, serra les dents. La ligne tenait encore, mais pour combien de temps? Le soleil de l'après-midi déclinait sur la Meuse, montagnant le ciel d'un orange sanglant qui se reflétait sur les eaux agitées, encore trouble des corps et des débris qui flottaient comme des spectres. Il était 15 heures le 11 mai 1940, et l'avant-poste français, autrefois un réseau ordonné de blockhaus et de tranchées, n'était plus qu'un chaos de cratères fumants et de barbelés tordus. Le lieutenant Henri Duval, le souffle court, s'appuyait contre un tronc d'arbre écorcé par les éclats, son uniforme kaki imbibé de boue et de sueur. À ses côtés, Pierre Laurent rechargeait son chauchat avec des gestes mécaniques, ses yeux rougis par la fumée et la poussière qui piquait comme du sel sur une plaie ouverte. Vous sentez cette fatigue qui alourdit les membres, n'est-ce pas? Ce poids invisible des heures de combat qui transforme chaque inspiration en effort, tandis que le vrombissement des moteurs aériens déchire le ciel au-dessus. Les Dewoitine D520 français, ces chasseurs élancés aux ailes effilées et aux moteurs Hispano-Suiza de 860 chevaux, avaient piqué avec audace, leurs canons de 20 mm crachant des traînées de feu sur l'artillerie allemande. Un Messerschmitt Bf 109 avait explosé en une boule de flammes, ses débris s'abattant dans la rivière comme une averse de métal incandescent, mais la Luftwaffe, plus nombreuse, avait repris l'avantage.
3 Deweytin gisaient maintenant en vrille, leurs pilotes éjectés dans le vide, tandis que les Bf-109, avec leurs mitrailleuses MG-17 de 7, 92 mitraillaient les barges restantes et les positions françaises. Un obus de canon Oerlikon embarqué toucha un Half-Track SD KFZ 251 sur la rive est, le faisant basculer dans l'eau avec un rugissement étouffé, mais les Allemands tenaient bon. Le capitaine Otto Müller, dans la tourelle étroite de son PZK PVV-3 AOSF, leva les yeux vers le ciel, où les traînées de condensation s'entrecroisaient comme des cicatrices. La Luftwaffe les a eus, murmura-t-il dans la radio, sa voix rauque filtrant à travers le grésillement. Poussez l'infanterie, la brèche est ouverte. Sur la berge ouest, les Sturmpionieren allemands consolidaient leur tête de pont, creusant des trous d'hommes avec des pelles courtes et déployant des mitrailleuses MG-34 sur des trépieds improvisés. Une dizaine d'entre eux, menés par le sous-officier Fritz Keller, rampaient à travers les décombres du blockhouse principal, leurs bottes s'enfonçant dans la boue mêlée de sang. Keller, le visage barbouillé de terre noire, leva son MP-40 et arrosa une tranchée française abandonnée, et forçant les derniers défenseurs à se terrer plus profond. « Avancez, les gars! L'artillerie couvre nos arrières !» cria-t-il, ignorant le sifflement d'une balle française qui frôla son casque Stahlhelm. Karl Weiss, laissé en arrière pour assister les servants du Flak 36, observait la scène depuis un talus, le cœur battant. L'arme lourde, son affût cruciforme endommagé par l'attaque aérienne, un bras plié comme une jambe brisée, crachait encore ses obus malgré tout. Le lieutenant Hans Becker, boitant sur sa jambe blessée bandée à la va-vite, ordonna un 9e tir. Cible, renforts ennemis au bois nord, élévation 12 degrés. L'équipe, réduite à 8 hommes après les pertes, enfonça un obus HE dans la culasse, avec un claquement désespéré. Le recul fit trembler le sol, et le projectile fila en hurlant, s'abattant au milieu d'un groupe de Français qui tentaient de contourner le flanc. Duval vit l'explosion de loin. Un geyser de terre et d'arbres arrachés qui engloutit 5 de ses hommes, dont un jeune caporal nommé Émile Lefebvre, vaporisé dans un instant de feu et de fumée. « Non, pas eux !» murmura Duval, serrant les dents jusqu'à ce que le sang afflue à ses tempes. Laurent, à genoux près de lui, cracha une rasade de salive sanglante. « Lieutenant, on ne peut plus tenir. Les Boches sont sur la rive. Une trentaine déjà et leurs chars suivent. » Duval jeta un œil par-dessus le couvert. Les silhouettes grises des Panzer III avançaient en file indienne, leurs chenilles broyant les roseaux, escortées par des motocyclettes BMW R12 qui pétaradaient dans la boue. Jacques Moreau, traîné jusqu'à eux par un camarade, geignait avec son bras fracassé maintenu par une attelle de fortune faite d'une branche et d'une ceinture. Cette saloperie de 88. Elle nous a tous eus. On aurait dû la bombarder dès le premier tir. Duval hocha la tête, attrapant son talkie-walkie SCR 536 une dernière fois. Centrale, ici Duval, tête de pont ennemi établie. Demandez contre-attaque immédiate, division blindée si possible. On recule vers les lignes arrières. La réponse fut un crachotement statique. Les communications étaient saturées, les lignes tendues par la panique générale le long de la Meuse. Côté allemand, l'euphorie se muait en détermination froide. Müller descendit de son char pour coordonner sur le terrain, son pistolet Luger P08 à la hanche. « Becker, votre canon a fait l'essentiel. Combien de tirs encore ?» Becker, adossé à l'affût, grimaça de douleur. « 10 obus restants, Herr Capitaine. Elle tient. Mais un coup direct, et c'est fini. Ces avions français nous ont amochés. » Weiss, chargeant un nouveau projectile, sentit un frisson. L'arme qu'ils avaient appelée « l'éléphant boiteux » avait rasé l'avant-poste entier, transformant des bunkers impénétrables en gravats. Mais les pertes montaient, 12 Sturmpionieren noyés ou abattus et les premiers panzers embourbés dans la vase de la rive. Keller, menant une patrouille, captura 2 Français égarés, les interrogeant d'une voix rude. « Où sont vos renforts? Parlez, ou l'A-88 vous enterrera avec vos amis. » Les prisonniers, des poilus tremblants,
murmurèrent des positions approximatives, confirmant que la première armée française se repliait vers Sedan. À 16 heures, un 10e obus partit de l'88, couvrant l'avancée des grenadiers qui escaladaient les pentes ouest. Il frappa une position de mortier français de 90 mm Brandt, les faisant exploser en chaîne dans un feu d'artifice mortel qui illumina le bois adjacent. Duval, menant la retraite, perdit encore 3 hommes à cette salve, des éclats qui transpercèrent leurs sacs à dos et leur poitrine. « Couvrez-moi, on file vers le sud !» hurla-t-il, tirant au Maes 36 sur un Allemand qui surgissait des buissons. Laurent couvrit la fuite, son chauchat crachotant une rafale qui abattit 2 assaillants, mais une balle le toucha à l'épaule, le faisant chanceler. « Sergent, restez avec moi !» Duval le traîna derrière un rocher, bandant la plaie avec son propre foulard. Vous imaginez cette fraternité forgée dans le sang. Ce lien qui défie la mort quand tout s'effondre. Moreau, haletant, ajouta « On les a sous-estimés, lieutenant. Leur blitzkrieg, c'est pas que des chars, c'est cette bête qui ouvre les portes. » Müller, voyant les Français se replier, transmit un rapport triomphant. Avant-poste français rasé, tête de pont sécurisée sur 500 mètres, panzers en position pour l'expansion. Rommel, à l'arrière dans son comment KSD KFZ 263, reçut le message avec un hochement de tête approbateur. Le 88 avait prouvé sa valeur, transformant une moquerie en légende naissante. Becker, évacué vers un poste de secours dans un Kübelwagen, jeta un regard en arrière à son canon. Endommagé, entouré de douilles vides, il avait coûté cher mais valu la percée. Weiss, seul avec les servants survivants, rechargea pour un 11e tir, mais un grondement lointain le figea. Les renforts français, peut-être des chars Somoua S-35 de la 2e division légère mécanique, approchaient par les routes secondaires, leur moteur V8 ronronnant comme un avertissement. Keller, sur la berge, leva son poing. « On les a. Mais tenez la nuit, la division entière arrive. » La nuit tombait sur la Meuse, enveloppant les ruines d'un manteau d'ombre où les feux sporadiques des fusils illuminaient des visages hantés. Duval, avec une poignée d'hommes, atteignit une ligne de ravitaillement, mais les échos des explosions persistaient. La 88 tirait encore, arrosant les approches pour empêcher toute contre-attaque. Laurent, fiévreux, murmura « Si on avait su, cette arme a tout changé. » Au loin, le convoi allemand grossissait, promettant une marée grise qui submergerait les Alliés. Müller, installant son PC de fortune dans un bunker capturé, consulta sa carte. La route vers les Ardennes s'ouvrait, mais les Français, acculés, pourraient encore mordre. Un dernier obus illumina l'horizon, et la terre trembla une fois de plus, rappelant que la guerre, impitoyable, ne s'arrêtait pas au crépuscule. La nuit du 11 mai 1940 s'étirait sur la Meuse comme une plaie ouverte, un voile d'encre percé par les lueurs intermittentes des fusils et des grenades qui illuminaient les visages creusés par l'épuisement. Le lieutenant Henri Duval, traînant son pied blessé dans la boue gluante, guidait ses derniers hommes, une quinzaine de silhouettes fantomatiques. Courbés sous le poids de leurs sacs et de leurs fusils MAS 36 vides, vers une ligne de ravitaillement improvisée à 2 kilomètres au sud. L'air était saturé d'une humidité froide qui s'infiltrait dans les eaux, mêlée à l'odeur persistante de la cordite et du sang caillé. Vous sentez ce froid qui mord la peau, n'est-ce pas? Ce silence oppressant entre 2 explosions, brisé seulement par les gémissements des blessés et le crachotement d'un talkie-walkie SCR 536 qui délivre des ordres incohérents. Reculez vers Dinan, la première armée est en déroute à Sedan. Pierre Laurent, le sergent parisien, s'appuyait sur l'épaule de Duval, sa plaie à l'épaule suintant à travers le bandage de fortune. « Lieutenant, on a tenu, mais pourquoi ? 7,98. Elle a tout balayé comme un ouragan. » Duval ne répondit pas immédiatement, ses yeux scrutant l'obscurité, où les éclats des obus allemands illuminaient encore l'horizon. Jacques Moreau, boitant derrière eux avec son bras fracassé maintenu par une écharpe sanglante, cracha un juron étouffé. On se moquait de leurs jouets lourds, et voilà, nos blocos en miettes, nos chars en ferraille. Si le haut commandement avait écouté les rapports d'intelligence,
La colonne s'arrêta net quand un hurlement lointain déchira la nuit. Un obus de Flak 36, ce monstre impitoyable, s'abattit sur une position arrière française, projetant une gerbe de feu qui colora le ciel en rouge. Duval serra les dents. Avancez. On rejoint la 55e à l'aube. Cette bataille n'est pas finie. Pas pour nous. De l'autre côté du fleuve, dans le bunker capturé qui servait désormais de poste de commandement, le capitaine Otto Müller dépliait une carte chiffonnée sous la lueur vacillante d'une lampe à huile. Les murs de béton, encore imprégnés de l'odeur de la sueur française, résonnèrent des voix excitées de ses officiers. Le PZK-PFW-3, stationné dehors, ronronnait au ralenti, ses phares masqués pour éviter les raids aériens. La tête de pont est solide, annonça Müller d'une voix ferme, traçant une ligne rouge vers les Ardennes avec son crayon. Rommel a confirmé, la 7e Panzerdivision pousse à travers la brèche. Vos 88 ont ouvert la voie, Becker. Même endommagée, elle tire encore. Le lieutenant Hans Becker, assis sur une caisse de munitions, grimaça en ajustant sa jambe bandée. Son visage bedonnant était pâle sous la crasse, mais un sourire fier étirait ses lèvres. Cette vache qu'on appelait boiteuse. Elle a rasé leur défense en une demi-journée. 11 tirs, et l'avant-poste français n'est plus qu'un tas de gravats. Mais à quel prix? 3 de mes servants sous les éclats des Devoitines. Fritz Keller, le sous-officier trapu, entra en boitant, portant un rapport radio fraîchement décodé. Herr Capitaine, les Sturmpionieren ont consolidé 800 mètres. Les Panzerskat OSF B suivent avec les Avtrak SD KFZ, 251 chargés d'infanterie. Les Français reculent en pagaille. Nos éclaireurs rapportent une panique générale le long de la Meuse. Karl Weiss, le jeune artilleur du Rhin, se tenait en retrait, nettoyant machinalement un obus perforant restant. Ses mains tremblaient encore du recul de la 88, cette arme qui avait transformé leur moquerie en triomphe. Et l'infanterie ennemie, Duval et ses poilus, ils se replient, mais ils pourraient contre-attaquer avec des Saumua S-35. Müller hocha la tête, son monocle luisant dans la pénombre. La Luftwaffe patrouille. Si les Français mordent, on les écrase. Cette nuit, on avance vers Givet. L'éléphant a prouvé sa valeur. Berlin en voudra plus. À l'aube du 12 mai, un brouillard épais enveloppa la vallée, étouffant les sons comme un linceul. Duval et ses hommes atteignirent le camp de la 55e régiment, un chaos de tentes démontées et de camions Citroën U-23 qui chargeaient munitions et blessés. Le médecin-major, un vieux de la Grande Guerre nommé Paul Renaud, examina Laurent sous une bâche improvisée, l'odeur de désinfectant iodine se mêlant à celle du café ersatz bouillant dans des bidons. « Infection en vue, sergent. Reposez-vous. La retraite est ordonnée. » Duval, refusant les soins, s'approcha d'un officier supérieur, le colonel Émile Weiss, un Alsacien aux moustaches grisonnantes. « Mon commandant, l'avant-poste est perdu. Cette 98 mm, elle perce nos bunkers comme du papier. Nos 75 mm n'y peuvent rien. » Weiss, consultant une carte tachée de boue, soupira. « On le sait maintenant. Gamelin a sous-estimé leur artillerie lourde. La percée à Sedan s'élargit. Les Belges plient, les Britanniques reculent. Votre compagnie est dissoute. Intégrez la réserve à Rethel. » Tandis que Duval aidait à charger un camion, un grondement lointain fit vibrer le sol. Les panzers allemands franchissaient la Meuse en force, leurs chenilles broyant les berges sous la protection d'une salve de 88 repositionnée. Un obus siffla au-dessus, explosant à 1 kilomètre, semant la panique parmi les convois alliés. Moreau, assis sur une caisse, murmura à Laurent « On s'est moqué d'eux, et ils nous ont ri au nez. Cette arme, elle change tout. » Laurent, fiévreux, acquiesça faiblement. Duval, montant dans un camion, jeta un dernier regard vers la rivière. Les fumées des incendies montaient encore, vestiges de leur avant-poste rasé. Côté allemand, Müller menait l'avancée en jeep Kübelwagen, flanqué de ses chars. La 7e Panzerdivision roulait comme une lame, le Flak 36, tracté par un SD KFZ. 9 boitant derrière, son tube pointé en alerte.
Becker, rapatrié à l'arrière dans une ambulance, raconta son histoire aux officiers. On l'appelait l'éléphant boiteux. Les servants riaient en la déchargeant. Et puis, elle a tout balayé, un bunker après l'autre, jusqu'à ce que les Français fuient. Rommel, en visite éclair, tapa l'épaule de Müller. Votre 88 est la clé de la Blitzkrieg. Elle rase les illusions de la ligne Maginot. Weiss, réaffecté à une batterie de PAC 38, observa le convoi s'étirer vers les Ardennes, le cœur gonflé d'un mélange de fierté et de nausée. Les moqueries s'étaient tues, l'arme lourde était devenue légende, ouvrant la route à la chute de la France. Des semaines plus tard, alors que les Panzers atteignaient Paris, Duval, promu capitaine dans une unité de résistance naissante, repensait à cette nuit sur la Meuse. Laurent survécut, mais Moreau succomba à ses blessures. Müller, décoré de la Croix de Fer, mena d'autres assauts jusqu'en Russie. La 88, produite en masse, devint l'icône de la Wehrmacht, moquée au début, invincible à la fin. La guerre, avec ses erreurs et ses triomphes, avait transformé une relique anti-aérienne en fléau terrestre, rappelant que sous la pression, même les géants boiteux peuvent renverser des empires. Et sur les berges oubliées de la Meuse, les échos des explosions persistaient, un avertissement pour les générations futures.